Les machines arrivent aujourd'hui à faire des diagnostics de cancer bien plus efficacement que n'importe quel médecin, ou reconnaître des images bien plus efficacement que quiconque. Il y a bien sûr d'autres incroyables applications, mais cette technologie sur laquelle elle repose a un énorme défaut. Il faut que chaque donnée qui sert à l'apprentissage doit être décrite par un humain. Alors notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il arrive à reconnaître des images, des sons, des odeurs, sans l'aide de qui que ce soit. Alors, oui, bien sûr, il faut pouvoir décrire, se mettre d'accord sur un mot. Donc, par exemple, ce stylo, il faut dire que c'est un stylo. Une fois qu'on a dit que ça c'est un stylo, on arrive facilement à reconnaître tous les stylos du monde entier. Par contre, pour qu'une machine arrive à reconnaître tous les stylos du monde entier, il faut donner un échantillon de chaque stylo et dire, évidemment, que c'est un stylo. Donc ça prend une tâche considérable en termes de ressources humaines pour dire que c'est un stylo. Et il faut faire ça pour n'importe quoi. Et pourquoi on ne recopie tout simplement pas le cerveau? Alors c'est un sujet très complexe, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo et des prochaines bien sûr. Il y a un problème majeur avec l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue actuellement. L'apprentissage est supervisé, et il y a donc un humain derrière chaque donnée d'entrée. Ceci est le principal facteur limitant des avancées sur l'IA. Par ailleurs, ce qui a permis l'émergence du machine learning, ce n'est pas la puissance de calcul, c'est la démocratisation d'Internet, et l'accès à de très nombreuses images labellisées via Facebook notamment. J'aimerais aborder avec vous l'apprentissage bio-inspiré, c'est-à-dire la manière dont le cerveau apprend, et qui fonctionne, elle, de manière non supervisée. Avec cette méthode, il n'y a pas besoin d'humain derrière pour labelliser toutes les données d'entrée. Bon, il en faut tout de même à la fin pour voir si tout s'est bien passé, mais le temps humain reste marginal. Ceci est une vidéo vous montrant les bases de l'apprentissage non supervisé et du fonctionnement du cerveau. S'attaquer au cerveau est bien trop difficile. Par contre, les neurones ont été étudiés en long, en large et en travers. Et on en a déduit de très nombreux modèles physiques. Alors, je vais vous présenter le modèle le plus précis de tous, celui du modèle de Hodgkin-Huxley. Petite présentation du neurone. Les synapses sont les interfaces entre les neurones. C'est à cet endroit où l'information est échangée. Les dendrites permettent de recevoir l'information des neurones précédents, appelés neurones présynaptiques, et l'axone permet de communiquer au neurone suivant, que l'on appelle neurone postsynaptique, par le biais d'une synapse. La tension à l'intérieur du neurone est de moins 70 mV par rapport au milieu extracellulaire. Ce potentiel est causé par une différence de concentration d'ions sodium et potassium. Le milieu extracellulaire est chargé donc plus positivement que le milieu intracellulaire. Il y a également une capacité entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. Ce condensateur électrique n'est pas juste une modélisation, elle existe bel et bien. Donc voici le schéma électrique et les équations de ce modèle. Je ne vais pas vous expliquer en détail son fonctionnement, mais je vais vous le faire comprendre dans les grandes lignes. C'est bel et bien un modèle physique qui décrit physiquement ce qui se passe dans le neurone. Voici une simulation réalisée sur Python du modèle de ce neurone auquel on lui applique un courant. On peut voir deux choses intéressantes. D'une part, les signaux font des pics de tension qui s'appellent des potentiels d'action. C'est avec eux que les neurones communiquent. On peut voir également qu'ils sont générés quand un courant est injecté dans le neurone, et plus ce courant est fort, plus la fréquence des potentiels d'action augmente. Pour être plus précis, le potentiel d'action a cette forme. Au repos, la tension est de moins 70 mV. Quand la tension dépasse le seuil d'environ moins 55 mV, il y a déclenchement du signal, qui dure environ 4 millisecondes avant de retourner au repos. Pour faire le lien avec l'apprentissage non supervisé, il y a trois choses qu'il faut retenir de ce modèle. Le neurone est vu comme un condensateur. Quand un courant est injecté, la tension de membrane varie. Et enfin, les neurones communiquent entre eux via des potentiels d'action. Pour la modélisation dans le but de faire du machine learning, les potentiels d'action sont souvent appelés événements et sont modélisés par un signal ponctuel pour accélérer les calculs. Pour vous expliquer comment ça marche, je laisse la voix à Chantal Poux, qui m'a gentiment laissé le droit d'utiliser sa vidéo.
Donc j'ai mis un lien de sa chaîne dans la description. Les neurones sont des cellules spécialisées dans la transmission des influx nerveux. La membrane du neurone possède des protéines de transport actif, de même que des canaux. Lorsque le neurone est au repos, les ions sodium et potassium sont inégalement distribués de part et d'autre de la membrane. Les ions sodium sont concentrés dans le milieu extracellulaire, tandis que les ions potassium se trouvent dans le cytoplasme du neurone. Ce déséquilibre est ainsi maintenu grâce à la pompe sodium-potassium. Au repos, l'intérieur du neurone est plus négatif que le milieu extracellulaire. On dit qu'il est polarisé. Lorsque la membrane du neurone est déstabilisée, les portes des canaux s'ouvrent. Cependant, les portes d'activation des canaux à sodium s'ouvrent plus rapidement que celles des canaux à potassium. Les ions sodium entrent donc massivement dans le neurone, rendant celui-ci moins négatif. Si le seuil est atteint, les autres canaux s'ouvriront à leur tour. La grande quantité d'ions sodium qui entrent dans la cellule entraîne une dépolarisation. Pendant que les portes d'inactivation des canaux à sodium se ferment, les canaux à potassium s'ouvrent à leur tour. Cette fois, les ions potassium sortent du neurone. Toutefois, les canaux à potassium restent ouverts plus longtemps que nécessaire. Beaucoup d'ions potassium sortiront, ce qui diminuera le potentiel intracellulaire plus bas que le potentiel de repos. C'est l'hyperpolarisation. La pompe sodium-potassium se chargera de ramener les ions sodium à l'extérieur de la cellule et les ions potassium à l'intérieur. Le potentiel de repos sera ainsi rétabli. Comme le neurone est vu comme une capacité, pour augmenter sa tension, il faut injecter un courant. Donc le courant n'est pas directement des électrons, mais des ions, qui sont apportés par les neurones présynaptiques par le biais de leurs synapses communes. Il faut aussi comprendre que le potentiel d'action est généré localement, mais en générant une tension, les canaux ioniques voisins voient une tension supérieure à moins 55 mV et donc déclenchent, et fait déclencher son voisin, et ainsi de suite. Le signal ne peut pas revenir en arrière, car la partie du neurone qui a déclenché un potentiel d'action a besoin de temps pour pouvoir en régénérer un. En reprenant le modèle, on a trois sources de tension. On a les générateurs de tension d'ions sodium et potassium, qui veulent maintenir une concentration d'ions dans ce neurone. Et on a un courant de fuite. La résultante de ces trois courants donne un potentiel de moins 70 mV. Quand un neurone présynaptique envoie des ions, le potentiel va augmenter. Et les trois courants vont faire en sorte de ramener cette tension vers moins 70 mV. Pour que ce neurone déclenche, il faut qu'il reçoive plusieurs signaux d'un même ou de plusieurs signaux pour qu'il atteigne les moins 55 mV. Petite animation schématisée du neurone trouvée sur le site du CNRS. Cette animation montre un neurone émettant un signal après avoir reçu plusieurs événements des neurones présynaptiques. Alors schématiquement, c'est comme ça que fonctionnent les neurones. Voici une simulation avec le modèle de Oxyn-Oxley. Les pics de courant représentent les échanges d'ions qui sont injectés par le neurone présynaptique dans la membrane. On peut observer que la tension augmente avec l'injection de courant. Si le signal n'atteint pas le seuil, la tension retombe au repos. Et lorsque la tension dépasse les moins 55 mV, un potentiel d'action est créé. L'objectif d'un neurone bio-inspiré n'est pas de copier parfaitement le neurone biologique, mais de reproduire son fonctionnement général. Un courant provenant des neurones présynaptiques fait augmenter la tension des membranes. Si cette tension atteint le seuil de déclenchement, qui par commodité est de l'ordre du volt, un événement est généré. Sinon, la tension redescend toute seule à la valeur de repos. Le but de cette vidéo est de parler d'apprentissage. Qu'elle soit biologique ou artificielle, le principe est le même, qui est de modifier la valeur des synapses pour qu'à chaque type d'entrée que l'on souhaite faire apprendre, on ait un seul neurone qui déclenche. Le machine learning supervisé, c'est l'intelligence artificielle que l'on côtoie au quotidien, vise qu'un seul neurone soit actif en sortie pour chaque classe d'objets. Il y a une différence majeure avec l'apprentissage non supervisé. En entrée, on met ce que l'on veut faire apprendre et le tout s'organise tout seul. Je vais vous présenter comment cela est réalisé et comment le neurone apprend. Voici schématiquement un petit réseau de neurones avec deux neurones dans présynaptique.
L'épaisseur des flèches représente le poids synaptique et les bits jaunes représentent les charges électriques. Quand le neurone a reçu un signal d'un neurone présynaptique par le biais de leur synapse et que leur neurone a déclenché un potentiel d'action, on considère que ce signal a contribué au déclenchement du potentiel d'action et sa synapse voit son poids augmenter. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'un signal passera par cette synapse, plus de courant sera envoyé vers le neurone qui verra sa tension augmenter d'autant plus. A l'inverse, si un événement arrive sur un synapse d'un neurone présynaptique après que ce neurone ait déclenché un potentiel d'action, le poids de cette synapse diminuera et moins de courant se passera au prochain événement. L'apprentissage fonctionne par corrélation. Pour donner un exemple, c'est comme si on appuyait sur un bouton et une lampe s'allume juste après. Dans ce cas-là, il y a relation de cause à effet et on augmente le poids de la synapse. A l'inverse, si la lampe s'allume alors qu'on appuie sur le bouton juste après, il n'y a aucune corrélation entre l'événement et l'action, et on diminue donc le poids de la synapse. Voilà, on arrive à la fin. La suite dans un prochain épisode. Donc, vous pourrez y voir une simulation d'un réseau de neurones bio-inspiré.